Je vais donc demander de monter à la tribune le professeur Anne-Marie Duguet, de manière à ce que celle-ci nous présente les normes de la télémédecine dont on a vu de quelle manière elle s'est extraordinairement développée à l'occasion du Covid, de la Covid. Et nous verrons ensuite un ingénieur, comme cela a été présenté tout à l'heure, qui, dans mon service, a été amené à voir les effets, justement, en quoi l'application de la télémédecine dans le cancer a pu entraîner des choses, et ceci en collaboration avec nos collègues oncologues de l'hôpital Foch, et en particulier Philippe Beuzebock, ici présent. Tu as la parole, c'est un plaisir de te voir là. Je vais te passer la chose. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous. Il y a un an que je n'étais pas venue à Paris, donc je suis ravie que, pour une fois, la conférence puisse se faire en présentiel. Je salue avec un très, très grand plaisir nos amis du Québec, qui sont toujours fidèles aux réunions de la SFEM, Michel Jean, Michel Bureau et Bryn Williams-Jones. Donc, je remercie Christian et toute son équipe pour la qualité du programme, parce que vraiment, depuis ce matin, c'était formidable. Et je trouve aussi que cet après-midi, on a eu la chance de voir la plupart des jeunes élèves qui sont toujours là, toujours fidèles au poste, les jeunes de la jeune garde qui dès la suite de l'éthique que Christian, l'équipe d'éthique que Christian a mis en place. Alors, j'ai voulu dire quelques mots sur la télémédecine, le Covid-19, parce qu'effectivement, et ça a déjà été dit ce matin par Antoine Tesnière, qui a rappelé que ça avait bien marché, et d'autre part, je pense que d'autres personnes ont évoqué les questions de la télémédecine et peut-être les apports qu'il y a eu. Alors, je dirais, pour me situer dans le cadre de la réflexion qui nous est proposée aujourd'hui, que en fait, c'est le principe de bienfaisance qui s'applique dans la télémédecine, de bienfaisance pour le patient. En l'occurrence, ça va lui permettre un accès aux soins, ça va lui permettre de ne pas se contaminer. Alors, il y a effectivement quelques peut-être réflexions à avoir. Est-ce que vraiment c'est fiable? Est-ce que c'est très utile? Est-ce que ça marche bien? Et aussi, est-ce que ce n'est pas discriminant? Dans la mesure où certains patients et certains médecins ne savaient pas trop utiliser ces outils, comment les choses ont-elles évolué. Et d'autre part, on peut aussi voir les aspects positifs, c'est-à-dire que de plus en plus, les patients sont un peu plus formés, un peu plus en capacité d'utiliser ces outils-là, créent des liens plus étroits avec leurs médecins parce qu'il y a un suivi qui s'organise plus facilement, et donc peut-être qu'il y a quand même des avantages, et l'évolution dans le temps certainement nous aidera. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est d'abord la télémédecine. Donc, c'est un principe de pratique médicale à distance. Alors, pendant longtemps, les professionnels de santé étaient réticents. Ça utilise donc les moyens de communication pour des échanges de données numérisés. Ça met donc en contact le patient avec un ou plusieurs médecins, mais aussi les médecins entre eux. C'est ce qu'on appelle la téléexpertise, et c'est quand même particulièrement important. Alors, depuis 2009, c'est encadré par la loi à titre expérimental, et en fait, ce n'est effectif que depuis 2018, date à laquelle c'est une activité médicale reconnue par l'assurance maladie et de téléconsultation, et donc c'est là qu'a commencé le remboursement et la prise en charge par l'assurance maladie de la téléconsultation, et donc on entre dans le domaine de la télémédecine. 5 activités, la téléconsultation qui va nous occuper beaucoup, la téléexpertise entre professionnels, et ça existe depuis longtemps dans les hôpitaux, puisque du matériel de télémédecine était possible pour les spécialités pointues comme la neurochirurgie ou l'oncologie par exemple. Ensuite, la télésurveillance, la téléassistance médicale, ça c'est relativement nouveau, et la régulation des SAMU que nous connaissons en France depuis fort longtemps.
Alors, un mot juste pour dire que la télémédecine, ce n'est pas du e-commerce. C'est-à-dire, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec tout ce que l'on voit sur Internet, tout ce qui est sur les smartphones, toutes ces applications, parce que la télémédecine, c'est pour les professionnels de santé, mais en réalité, toutes les autres applications que l'on voit sont ciblées sur le bien-être. Quoi qu'il en soit, certaines techniques sont utilisées pour la télémédecine et pour la télésurveillance des patients. Et d'autre part, il a existé pendant la période du Covid des offres de télémédecine privée qui n'étaient pas organisées par l'assurance maladie. Alors l'encadrement Melga, je vais aller très très vite là-dessus, c'est pas utile d'en parler. C'est intervenu essentiellement, et je crois que c'est quelque chose à réfléchir, c'était un objectif de lutte contre les déserts médicaux. C'est pour ça que la loi Hôpital Patient Territoire avait parlé de la télémédecine. Il y a un décret qui a encadré les techniques en 2010, et surtout, c'est ce qui nous intéresse aussi pour nous aujourd'hui, l'HAS avait déposé un certain nombre de recommandations, une monographie pour le respect donc du patient, les droits du patient, l'information et le consentement, la confidentialité des données, l'accès au dossier et l'appel possible à un tiers compétent. Merci pour le verre d'eau. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y avait ces deux, toutes ces précautions, toute cette organisation qui était proposée, et on va voir que ça a été effectivement très utile et mis en place. Alors, la première chose que nous avons eue pendant l'épidémie de Covid, en mars 2020, ça a été la possibilité d'élargir, puisque les patients ne venaient plus, ça nous a été dit largement aujourd'hui, puisque les patients ne venaient plus à l'hôpital, avaient peur d'aller chez leur médecin, eh bien, on a autorisé, donc, vidéotransmission possible avec des outils de communication, parce que normalement, c'était organisé avec des outils validés, élargissement du remboursement, autorisé même si le médecin ne connaissait pas le patient, consultation pour les sages-femmes, même pour l'IVG, extension des expérimentations de télésurveillance, télésuivi infirmier pour les patients, actes d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychomotricité à distance. Et donc tout ça, ça a été largement autorisé alors que ça ne l'était pas. Donc ça a été une ouverture et les patients et les médecins ont répondu à ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu 5,5 millions de téléconsultations remboursées entre mars et avril 2020. Ça donne une idée en un mois de ce qui se passait. Donc, c'était remboursé par l'assurance maladie. C'est 27% de l'ensemble des consultations. Je vais boire le verre d'eau. Ça va mieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la fois la jeunesse des téléconsultants, moins de 50 ans. Alors, essentiellement des généralistes libéraux. Et ce matin, quelqu'un est intervenu pour parler du rôle des généralistes, et je pense que là, ils ont eu un rôle primordial. Et surtout, je pense que, comme ça a été dit, certains de leurs cabinets médicaux étaient vides, donc ils se sont vraiment orientés vers les téléconsultations. Donc les psychiatres aussi, les pédiatres aussi, et les gynécologues. Et aussi, le profil des patients a changé. Avant le confinement, c'était les plus jeunes qui étaient les plus nombreux. Mais les plus âgés se sont familiarisés avec ce dispositif, 20% des actes facturés. Et donc, cette tendance est maintenue puisque ça continue, même en mai, maintenant, ça continue. Donc, je ne veux pas dire que les personnes plus âgées se sont habituées, mais au fond, où on les a encadrées, où on les a aidées, mais ça marche. Alors, l'Île-de-France arrive en tête des régions avec 1/5 des facturations. Alors, concernant les offres privées, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des offres privées. Alors là, j'ai récupéré une information sur cette compagnie privée a eu un record de consultations avec 1 million de consultations en 2020. Donc, cette offre donne l'ouverture de téléconsultations à 50 spécialités médicales, avec une option d'accès aux soins, téléconsultation. Donc, c'est une alternative à un déplacement ou à renoncer à consulter, parce qu'il y a aussi ceci, la question du renoncement à la consultation. C'est vrai que ça, c'est quand même une opportunité. On ne va pas, mais au fond, on peut peut-être téléconsulter. L'offre pour la psychiatrie, et puis aussi une offre intéressante destinée aux entreprises et aux universités
pour accompagner les nouveaux modes d'organisation du travail et de lutter contre le mal-être. Donc c'est un marchepied aussi vers une nouvelle manière de pratiquer la médecine. Et donc c'est une stratégie qui repose essentiellement sur le suivi des patients. Et ça sera quand même vraiment quelque chose qui est nouveau, puisque c'était difficile à organiser. Là, c'est simple, rapide et pratique. Alors, quelles ont été les difficultés rencontrées par ces techniques? Eh bien, l'équipement des patients était suffisant. Alors, on a toujours l'impression que les patients ne pouvaient pas. Non, eh bien non, les patients avaient des smartphones, avaient des téléphones, puisqu'on a vu beaucoup de choses pouvaient se faire aussi par téléphone. Donc, ça a été suffisant dans 63% des cas, donc ça, c'était bien. Alors, les difficultés de facturation, donc les médecins se sont plaints dans 12% des cas. Des échanges difficiles avec certains patients dans 28% des cas, quelques problèmes techniques, la moitié des cas. Et alors quand même, et ça c'est très important, et je pense que ça c'est un des enseignements principaux, c'est que l'examen clinique en présentiel restait indispensable. Ce qui veut dire que la plupart des professionnels qui voyaient en téléconsultation s'arranger pour organiser un examen en présentiel dans la moitié des cas, et je pense que ça c'est particulièrement important. Alors, le gouvernement a prolongé les mesures dérogatoires pour assurer la continuité des soins jusqu'au 1er juin 2021. Alors, tout n'a pas été prolongé, mais la dérogation à la connaissance préalable du patient, bien que là, je reste quand même très hésitante avec cette situation, parce que ça permettait à des médecins de l'autre bout de la France de traiter par téléconsultation un patient très lointain sans pouvoir l'examiner ni le faire envoyer à des spécialistes. C'est plus compliqué, enfin. Possibilité de réaliser des consultations complexes avec des avis ponctuels à distance par vidéotransmission. Ça, je pense que ça, c'est un point essentiel, et notamment pour la lutte dans les déserts médicaux, les endroits où il n'y a pas assez de spécialistes. La téléconsultation pour prescription d'IVG médicamenteuse, donc ça, c'est prolongé. L'examen prénatal aussi, et la préparation à la naissance. En revanche, les téléconsultations par téléphone sont terminées, et je pense que ça, c'est un plus, parce que depuis fort longtemps, l'Ordre des médecins était opposé à ce que des consultations puissent se faire par téléphone. Je pense que de voir le patient, le face-à-face, tout à l'heure, quelqu'un parlait du visage, et je pense que ça me paraît absolument indispensable. Alors, après le Covid... Je surveille là. Après le Covid, les fédérations hospitalières publiques et privées ont mis en place des téléconsultations à partir des hôpitaux. Je pense que la personne qui va parler après moi va en parler probablement. Et donc, ils souhaiteraient pérenniser ce dispositif qui les a beaucoup aidés, en particulier dans la situation de pré-anesthésie, dans les cas d'hospitalisation à domicile, et puis, bien entendu, tout ce qui est question de téléconsultation, téléexpertise et télésurveillance, et d'autre part aussi, en cancérologie, la priorité avait été de pouvoir assurer la continuité des soins afin d'éviter les retards de diagnostic. Et il y a quand même les centres de lutte contre le cancer, on dit qu'il y avait quand même eu l'an dernier 40 000 actes dans leurs établissements par téléconsultation. Alors pour conclure, je dirais que ce déploiement a fait preuve de l'efficacité de la technique, et cette technique bien sûr avait des difficultés de se mettre en place, donc là maintenant ça lui a vraiment donné un très bon coup de pouce. C'est un outil supplémentaire pour faciliter l'accès aux soins, je pense que ça c'est indéniable. La télémédecine se révèle être très utile dans les zones à faible densité médicale, en particulier par la téléexpertise. Alors les consultations, on l'a bien vu, doivent s'appuyer sur l'examen clinique. Des garanties de sécurité pour les patients concernant la fiabilité des outils utilisés, en particulier le référencement. Je pense que ça, c'est très important, puisque c'était une condition sine qua non au début, c'était pour ça. Avant le Covid, c'est pour ça que ça avait balbutié à se mettre en place. Alors, respect de la confidentialité dans les procédures d'utilisation, je pense que ça, c'est quelque chose qui est à peu près acquis. Alors, l'utilisation du numérique augmente à la fois auprès des médecins et auprès des patients. Donc, ça va être un nouveau mode. Les perspectives s'annoncent avec de nouvelles applications, en particulier en ophtalmologie, où il y a vraiment des difficultés, et il y a vraiment des retards, les gens mettent beaucoup de temps pour avoir des rendez-vous. Eh bien, le premier examen peut être fait par des orthoptistes, et ensuite, en coopération avec un ophtalmo, il peut y avoir soit un examen, soit directement une prescription, et je pense que là, c'est peut-être aussi quelque chose de très utile. Merci beaucoup de votre attention.